Radio Liberté ani Télé Liberté fɛn bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la ani an ka jabaraniw sanfɛla la aw bisimila k'aw yira la k'a fɔ nin ye aw ka jamukan waatiw selen ye an bɛ ka laseli kɛ ka bɔ Badilabugu kolo sanfɛ bi ani maa welelen saba bɛ ɲɔgɔn bolo maa fɔlɔ ale bɛ kini fɛ ale ye Aruna Bari ye Monsieur Bari bonsoir. Bonsoir, ça va. Monsieur Bari ale ye communicant ye ancien chercheur do wa fana écrivain fana do maa filana ale ye Alimami Samori Touré ale bɛ kini fɛ toujours Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Touré, ma dogolen tɛ presse domaine kɔnɔna la ale ye an ka consultant maison ye maa sabana ale ye Amadou Maïga ye an ka kunnafonidila ye fana maa dogolen tɛ Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir, madame. Aw ni ce LTV sugantili la bi an bɛ don an ka babu kɔnɔna la min o y'a ye k'a fɔ 10 ans après l'intervention française yala an kan ka mun de retenir an bɛ fɔlɔ maa fɔlɔ min na ale Alimami Samori Touré. Monsieur Touré, an b'a ye k'a fɔ le 11 janvier 2013 tubabuw nana intervention na an ka jamana kɔnɔna la donc bi an bɛ le 11 janvier 2023 la yala an kan ka mun de retenir ni intervention kofɔlen kɔnɔna la. Bon, on a jamais retenu d'abord à quoi pendant on va offrir parce que entre mes citations même qu'on et entre mes sentiments que glonné toi vous là à côté de n'a pas donc même quand voilà globalement au dit ça a été un échec le fait qu'il soit là pendant 10 ans ça n'a rien changé. Bon, on me donne une copie. Bon, c'est vrai que nous avons un débat qu'on a question de vous faire maintenant seulement qu'à sera au Lumassé. Mais nous sommes quand même fiers qu'il faut que vous ayez wati même quand fait un café pendant demain. À dire en bas à wati. Mais à l'avant tu comme non, au dehors tout en bas faut que ça a été un échec parce que quand tu as même fait au théâtre jusqu'à présent qu'elle est Sénat parce que beba kalama kafo doku men kono nunana ani kalo men kono nunana awa Tombouctou libéré la Gao libéré la au Sera Kidal kono koko toy Mali sera souma nga toy problème anga problème pe wuli do rodla parce que ni utundo na Kidal moins que awa ni rebelle bulu ou bien mouvement numbulu taw ku wi sigiro la ki la ben kele kama tume ke yoro mais na soro te ke sécurité là mais le fait que ta foko olu ka toy udama o kra sababu ya di ka olu permettre ku la ben o de fona kra sababu on fana e kaira ka foko français ka te cleaner akola no atun cleaner ba kola unana kumena kumia to unana ode ka Mali territoire pe libéré o te ka do libéré ka do tuy donc comme mo robé même c'est la kuma kan toujours me kuma dans la menga kuma laba mais bon amake sababu ya amuma encore ça a été un échec. Alors, Monsieur Bari, tubabu ka 100 ans intervention ko fait yala nimisi wasa soro la ko lawa. Bambi en flibaga befo quand la membaga befo bana yirenchi coral mami a fait tuma titemo kan mais permets-moi d'expliquer cette partie en français. Il a parlé d'échec. Je voudrais faire des constats. Le premier constat, c'est que les Français sont venus il y a 10 ans pour un problème et le problème est toujours posé. Il n'est dans les possibilités de personne de dire qu'on a trouvé la solution. Le problème reste posé. Et pourtant, c'est l'armée française elle-même, à travers Serval, mais c'est aussi une coalition mondiale à travers l'aménagement, Barkhane, Takuba et tout ça. Le problème reste posé. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la fête dramatique de l'opération Barkhane. Après Serval, ils ont monté Barkhane. Ils parlaient de Takuba, l'aménagement. Et puis tous ces gens-là,
brusquement, les Français disent, bon, on va nous repositionner, on va revoir notre dispositif, sans consulter les autorités maliennes. Et voilà, donc ils sont partis sur la pointe des pieds, quoi. Deuxième constat, et cela est indéniable, c'est ce que les gens appellent la montée en puissance des FAMA. Il y a eu un moment ici où on parlait, comme en manière de leitmotiv, de repli stratégique. Ce mot-là, cette expression a disparu. Il y a eu un moment, au même moment, on disait que le Mali était le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on n'en parle pas. On dirait que ça appartient désormais à l'histoire. Il y a eu un moment où, même pour simplement transporter les blessés de guerre, les défunts sur les champs de combat, il fallait qu'on s'en remette à d'autres. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. La peur a changé de camp. C'est nous qui allons chercher d'autres, les autres, alors que c'est eux qui venaient nous chasser de nos camps militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 constats. À partir de ces 3 constats, je voudrais évoquer 2 autres faits. Le premier, c'est l'intervention occidentale en Libye. La France, l'Angleterre, les États-Unis et tous ces gens-là qui ont instrumentalisé l'ONU pour avoir le droit d'intervenir en parlant des zones d'exclusion aérienne. Finalement, on les a vus sur terre et on a compris que l'objectif, c'était simplement d'assassiner Kadhafi, de détruire la Libye, qui, sans être un paradis terrestre, était quand même un bon pays. Et puis, de là, on a vu essaimer des hordes de rebelles qui étaient armés jusqu'aux dents, avec des armements sophistiqués, pour aller dans d'autres pays, comme le Mali. Le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Comment est-ce que ceux qui sont venus en 2012 ont pris tous ces armes-là et sont venus et personne ne les a vus? Personne. Pour venir nous agresser tout tranquillement. Et l'autre fait que je vais évoquer, c'est Kidal, que eux-mêmes ont appelé une emprise militaire. Depuis quand qu'il a été une emprise militaire de l'armée française? Depuis quand? Qu'on l'a dit. Vous êtes venus, vous avez dit à partir de Conakry que vous allez libérer les territoires. Comment est-ce que vous pouvez arriver, n'est-ce pas, après Gao, Tombouctou, vous arrivez à Kidal et vous dites que l'armée malienne ne rentre pas? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher là-bas? Qu'est-ce qu'on préparait à Kidal? Il faut le dire. Ici, il n'y a pas d'anciens chercheurs. Je parle en chercheur et donc vraiment, je garde ma liberté de ton. Donc, transformer Kidal en sanctuaire, en repère de déstabilisateurs, de regrouper des organisations criminelles, et chaque fois on les fait changer de nom. C'est inexplicable qu'avec tous ces moyens modernes-là, ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français, personne n'a pu comprendre qu'est-ce qui se passe, où se trouvent les bases de ces gens-là pour y mettre fin. Donc, au regard de ces constats et des 2 faits évoqués, je voudrais dire que l'intervention française au Mali ne pouvait pas réussir parce que déjà, quand on la concevait, elle a été conçue pour d'autres objectifs. 59 soldats sont morts. Nous nous inclinons devant, Français sont morts, nous nous inclinons devant leur mémoire. Mais la comparaison n'est pas raison. Sinon, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine, en Algérie, etc., y compris en Madagascar, des Soudanais sont morts pour la France. Non content de ça, ils sont venus les massacrer à Tcharoy en 1944 parce qu'ils simplement ils réclamaient leurs droits. Ils ont dit non, le plus important c'est qu'on libère la France, après vous nous payerez après. Et quand ils ont réclamé leurs droits, on les a massacrés. Mais vous avez touché un point, M. Barry. Vous dites que l'armée malienne ne pouvait pas rentrer à Kidal sans l'autorisation de la France et tout. Mais à qui la faute? On était ensemble, arrivés, ils disent vous ne rentrez pas. Mais à qui la faute? Mais il y avait des autorités ici en place. Je crois qu'il faut faire attention.
Et c'est là qu'il faut parler un peu des relations internationales. C'était déjà à Berlin, 1884-1885. C'est après Berlin, les systèmes coloniaux qu'ils ont mis en place. L'Angleterre a sa zone, le Portugal a sa zone, l'Espagne a sa zone, l'Allemagne battue, on lui a repris ses colonies, la France a sa zone, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Ils sont d'accord pour laisser chaque puissance se déployer librement selon ses intérêts dans la zone qui lui est affectée. Et tout s'est fait pour faire en sorte que un pays de cette zone-là n'arrive pas à échapper à la tutelle, à la domination, à l'exploitation de la puissance tutélaire. Okay. Je ne cherche pas de bouc émissaire. Nous avons aussi notre part de responsabilité. C'est inconcevable qu'on se dise patriote, qu'on se dise démocrate, qu'on n'arme pas un pays, au contraire qu'on le désarme. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, nous avons notre part de responsabilité. Oui. Les autres, ils sont libres de défendre leurs intérêts, de les chercher. Nous, notre intérêt, est-ce que c'était de désarmer notre armée? Est-ce que c'était de rester un pays sans armée, sans équipement, pour faire face aux nécessités de défense de notre territoire? Alors, quand les autres viennent dans ces conditions-là, ils en imposent, ils viennent pour leurs intérêts, et c'est pourquoi, aux portes de Kidal, ils ont dit, vous ne bougez pas, vous ne rentrez pas. OK? Alors donc, je terminais par dire que l'intervention française, nous saluons vraiment cette intervention, nous la saluons dans ses intentions, mais pas dans ses objectifs réels, parce que sur le terrain, on a vu autre chose. Et ceux qui sont morts, on est vraiment fiers de cela. Nous sommes redevables à la France sur ce plan-là, mais il ne faut pas comparer. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'intervention française n'a pas réglé le problème, au contraire que ça s'est empiré, parce que du Nord, ça s'est étendu à tous les pays. Il a fallu qu'on prenne nous-mêmes nos responsabilités. Donc je suis d'accord avec lui, c'est un échec patent. Alors merci M. Barry pour ces précisions. M. Maïga, 10 ans après l'intervention française, que faudra-t-il retenir? Merci beaucoup. Je commence par la fin du professeur Barry, que je l'appelle communicant, qui est quand même très outillé par rapport à la vie de la nation et même à la géostratégie, il faut en parler. Mais personnellement, je pense que 10 ans après, il faut quand même rappeler, malgré tout ce que nous disons, que l'arrivée de la France a été salutaire au début, il faut le dire. Il faut être reconnaissant. Quand le président malien Dioncounda de la transition a fait appel à la France est venue tout de suite. Et si la France n'était pas à Konna, on allait tenir un autre langage aujourd'hui, il faut le dire. Mais chemin faisant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que viennent de dire les deux, malheureusement, c'était le constat. Quand c'était Serval, il n'y avait pratiquement pas de problème. C'est Serval qui a libéré Tombouctou, c'est Serval qui a libéré Gao, c'est Serval qui a bloqué les terroristes à Konna pour qu'ils n'arrivent même pas à s'évader, à fortiori continuer sur Bamako. Ça, c'est salutaire, il faut le dire. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des entités qui portent encore le nom Serval. Le premier français, lieutenant Boiteux, qui a été touché à Konna, aujourd'hui, il y a beaucoup des hominins à son nom. Ça, c'est salutaire. Maintenant, et je pense que le professeur, tout comme Touré, ont touché à un problème. Bloquer l'armée malienne pour ne pas rentrer à Kidal. Tout le problème était là. Tout était là. Tout le malheur du Mali était là. Parce qu'au lieu de venir nous sauver, ils ont créé d'autres problèmes. Comme s'il y avait deux Mali. De Gao, Tombouctou, Mopti jusqu'à Bamako, tout ça là, ça c'est le Mali. Et Kidal, c'est pas le Mali. C'était ça le problème. Donc tout ce qui s'est tramé là-bas, on a extrait beaucoup de choses là-bas, ressources, tout, mais le Mali n'est pas au courant. C'est ça le problème. Et on se rappelle ce qui s'est passé aussi quand le Premier ministre Moussa Mara est arrivé à Kidal. Ça, c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Tout ça, c'est par la faute de la France. C'est par leur armée qui était là, qui empêchait d'abord à nos militaires. C'est pourquoi la journée de la souveraineté, là, le 14, là, doit être fêtée.
dans son sens. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas indépendant depuis en 60. Nous allons en venir. Voilà. Nous allons en venir, Monsieur Maïga. Alors, Amala Djamé fait Halissa, Monsieur Touré, au 14 janvier 2022, 14 janvier 2023, la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez par souveraineté retrouvée? Bon, moi j'ai vu, au moment de l'indépendance du Mali, j'ai vu ce changement-là aujourd'hui. Donc, il y a quand même le mot qu'on a utilisé en disant retrouver la souveraineté, c'est parfait parce que on était souverain pendant que le président Modibo Keïta était là. Et toutes les dispositions que ces jeunes sont en train de prendre aujourd'hui, ça avait été déjà pris par le président Modibo Keïta. Mais on a tout fait pour faire échouer tout ce qu'il a mis en place, sur tous les plans économiques, social et monétaire. On avait notre monnaie. Tout marchait. Mais ce n'était pas ce que, comme le professeur l'a dit, nous, on est pour la tête des Français et des Européens qui ont participé à la conférence de Berlin, les acteurs de la conférence de Berlin, ils ne peuvent pas comprendre que nous, on tape la poitrine qu'on veut être souverain et indépendant. Quand on voit le cas du Liban, que Macron est parti au Liban avec le problème qu'ils ont, on a dit l'ancienne puissance coloniale, il faut faire appel à ça. Ils sont partis, il est parti, mais c'est devenu pire que ce qu'ils étaient, là où les Libanais ont laissé. Et le Liban n'a plus de présent, n'a plus rien du tout. Donc, c'est l'esprit qu'ils ont en ce qui nous concerne. Et je sais que en ce temps-là, dans les années 60 jusqu'en 68, il y a eu des problèmes. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à la transition. Et pourquoi le président Modibo Keïta a déclenché le 22 août? Le 22 août, c'est parce qu'il s'est rendu compte que tous les gens à qui il faisait confiance, la plupart des gens lui ont tourné le dos. Il a dissous l'Assemblée nationale, mettre une délégation législative en place. Il a dissous le bureau politique national, c'était le parti unique. Tout ça pour pouvoir vraiment maintenir le cap. Parce que lui, il sait qui est contre lui, quel est leur objectif. Et c'est pour cela, il s'est dit, bon, si je dois rester seul, je resterai seul pour mener le combat. Mais ils n'ont pas démordu. Finalement, ils sont arrivés à bout. Et nous avons traversé depuis 1968 jusqu'à cet avènement, à ce coup d'État, comme nous, on ne savait pas ce que c'était. Mais au fil du temps, on a compris que vraiment, c'est des patriotes qui veulent que notre pays soit souverain, qui veulent que le Mali a connu des très puissants empires dans le passé et que ça serait vraiment incroyable que le Mali se trouve dans cette situation-là aujourd'hui, qui était avant le coup d'État, avant le changement de régime, avant la transition. Aujourd'hui, quand on voit les moyens avec lesquels l'armée malienne est en train de se battre, on ne peut le comparer qu'au moment du président Modibo Keïta. Puisque vous avez parlé de Kidal, l'armée malienne n'avait pas les moyens qu'elle a aujourd'hui d'intervention, d'intervenir militairement sans autorisation. Pendant que les Français étaient là. Ben oui, ils n'avaient pas ces moyens-là. Donc ils étaient obligés, comme Medina a posé la question, qu'est-ce que le gouvernement malien a pu faire? Parce qu'on les a fait appel, parce qu'on ne pouvait pas. Et la situation aujourd'hui de notre armée, si elle était comme ça au moment que les rebelles sont arrivés à Konna, je suis sûr et certain qu'ils allaient les arrêter. C'est parce que les moyens militaires n'étaient pas là. L'accompagnement n'était pas là. Ils n'avaient rien.
Donc c'est la raison pour laquelle moi je dis que on peut accepter les termes parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, nous pouvons dire on est fiers. Et beaucoup de gens dans la sous-région veulent être maliens. Comme le professeur aussi a dit, qu'on disait que le Mali... C'est le ventre mou. Voilà. Et que le Mali... Aujourd'hui, il est l'estomac qui prend tout. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui, moi, je pense que nous pouvons vraiment se taper la poitrine pour dire que vraiment notre souveraineté, on l'a. On l'a aujourd'hui. Mais maintenir cette souveraineté, c'est un combat permanent. Nous ne pouvons pas croiser les bras aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Il faut se battre parce que les Français ne vont jamais baisser les bras pour ce qui concerne le Mali. Ils vont passer par tous les moyens nécessaires pour le faire. Par conséquent, ma conclusion, c'est que tout simplement, nous encourageons nos dirigeants à continuer dans le combat, de ne pas baisser les bras. Alors, merci beaucoup, M. Touré. Alors, M. Barry, qu'entendez-vous par souveraineté retrouvée? Merci Marina pour la question. Mais tu me permettras de faire quelques rappels historiques. Le Mali de 1960 à nos jours, c'est 3 républiques, 4 régimes d'exception et 4 rébellions. La première république du 22 septembre 1960 au mardi 19 novembre 1968, première république, premier régime d'exception du mardi 19 novembre 1968 au 30 mars 1979. C'est vrai qu'entre-temps, en 1974, le 2 juin, il y a eu le référendum constitutionnel, mais qui n'avait pas été mis en application. Ça l'a été à partir de 1979, et donc il y a eu la Deuxième République à partir de là. Et cette Deuxième République a disparu le 26 mars 1991. Le deuxième régime d'exception, c'est du 26 mars 1991 au 8 juin 1992, date d'investiture du président Alpha. Et ce deuxième régime d'exception correspond au règne du Saint-Esprit. Le premier régime d'exception correspondait au règne du Semelen. À partir du 22 mars 2012, il y a eu l'intermède du CNRDRE, ensuite le président par intérim, le président John Kounda, et ce régime d'exception n'a pris fin qu'avec les élections qui ont conduit le président Ibeka au pouvoir en 2013. Et depuis 2020, donc la Troisième République n'a pas changé, mais depuis 2001, on est dans un 4e régime d'exception, la transition que nous vivons actuellement. Oui. Mais c'est aussi 4 rébellions. 63-64, 90, je pourrais dire jusqu'à 96 pratiquement, 2006-2007, et puis depuis 2012 maintenant. Quand il y a une telle instabilité institutionnelle, politique, sécuritaire, pour ne prendre que ces aspects-là seulement, la question peut se poser au sens des causes endogènes et des causes exogènes. Et si on fait cela, je l'ai déjà dit, nous avons notre part de responsabilité, forcément nous indexerons la France, qui avait tenté déjà en 1957, à travers la loi sur l'organisation commune des riverains du Sahara, de démanteler le Soudan en créant une république fantoche au nord là-bas, qui prenait le nord du Mali, une partie de la Mauritanie, une partie du Niger, une partie de la Scandinavie. Ça a échoué, mais ils avaient réussi à avoir certains notables du Nord, notamment de la communauté keltamachèque, qui avaient dit, bon, nous sommes des Blancs, ils sont Noirs, nous avons mis ensemble, si vous partez, redonnez-nous notre indépendance. Mais la majorité des notables, la majorité de la communauté keltamachèque noire du Nord, compris, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont dit non, nous sommes des Soudanais, nous restons Soudanais, donc Maliens.
Déjà là, on avait vu que la France ne voulait pas partir. D'ailleurs, qui l'a invité à venir? Les raisons qui l'ont fait venir, ce sont les mêmes raisons qui font que Kora a dit la France ne nous laissera jamais en paix. Et on reviendra là-dessus. Alors, pour arriver au 14 janvier 2022, 14 janvier 2023, je voudrais, avec votre permission, rappeler que l'histoire contemporaine du Mali, selon moi, est bâtie autour de 4 grandes dates de communion nationale. La première, c'est le 22 septembre 1960. Comme elle l'a dit tout à l'heure, qu'on le veuille ou pas, le peuple du Mali avait réclamé l'indépendance. Et contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, la nôtre ne nous a pas été octroyée. Nous n'avons pas fait de lutte armée pour l'avoir, mais les luttes politiques étaient âpres, très âpres. C'est pourquoi d'ailleurs, la Fédération du Mali a éclaté. On a retiré le Dahomey, l'actuel Bénin, l'actuel Burkina, le Niger pour aller créer le Conseil de l'Entente qui est mort de sa belle mort. Et quand nous avons tenu à avoir la Fédération du Mali comme noyau de base de la Fédération des États-Unis d'Afrique, ils ont fait éclater également ça parce que nous, on soutenait le Front de Libération Nationale de l'Algérie, des FLN. Bouteflika était à Gao, il connaît la maison, n'est-ce pas? Et nous, on était contre les essais nucléaires de la France au sud de l'Algérie. Nous, on soutenait les mouvements de libération nationale, le PAIGC, l'ANC, le Frélimo, etc., etc. Mais la France ne pouvait pas comprendre ça. Nous, on avait fait l'option pour le socialisme. La France ne pouvait pas accepter. Donc, le 22 septembre, première date de communion nationale. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais ils étaient minoritaires. Il faut les respecter, ils ont vécu. Et voilà. Le 19 novembre 1968, croyez-moi, nous faisons partie de ceux qui ont combattu le changement qui a été impulsé à partir du 19 novembre 1968. Amadou le sait, il y a participé aussi. Mais qu'on ne le veuille ou pas, le peuple a applaudi le coup d'État du 19 novembre 1968. C'est après coup qu'on a compris ce qui s'est tramé derrière. D'accord? Et même après coup, le président Moussa a fait montre d'une sorte de patriotisme. Constat, on peut dire qu'il n'était pas le démocrate que nous voulions, mais il aimait quand même son pays. Ça, il faut le reconnaître. Le 26 mars est une date de communion nationale. Le peuple malien a réclamé la démocratie ces jours-là. C'était l'aboutissement de 23 ans de lutte épique, durant lesquels nous avons perdu les meilleurs Maliens, parce qu'ils ont accepté de donner et ils ont accepté de lutter jusqu'au sacrifice suprême. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour l'avènement de la démocratie. Et le 14 janvier, mon grand frère a eu tout à l'heure l'idée géniale de faire une comparaison et un parallèle entre le 22 septembre et le 14 janvier. J'ai dit qu'il a parfaitement raison et je reviendrai là-dessus. Le 14 janvier, qu'est-ce qui s'est passé le 14 janvier? Parce que simplement, nous avons compris que nous ne pouvions pas choisir nos partenaires. Parce que nous ne pouvions même pas choisir nos ennemis. Des gens ont décidé à notre place des amis. Et ils nous ont interdit de négocier avec qui on veut, de combattre qui on veut, en nous imposant avec qui on doit négocier et qui nous ne devons pas combattre. Parce que seulement nous avons compris que des gens voulaient continuer simplement à rester là comme des gendarmes et en nous empêchant nous-mêmes de nous battre pour notre défense nationale, pour notre liberté. Sur notre territoire. Nous n'avions même pas la couverture aérienne. Nous n'avions pas le droit d'acheter des armes, des équipements. Auta Dama, Auta Ferama, Nanya Saoban Bakadi, Nakamba Samouroubla, Koteke. Chez nous. Chez nous. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voulaient du Mali? Oui, reconnaissant, parce qu'ils ont arrêté les gens à Konna. Mais je me pose la question de savoir s'ils ne les ont pas armés pour leur dire allez-y, pour pouvoir revenir. Donc, le 14 janvier a mis fin à cela. Et ils ont compris cela. C'est pourquoi, quand il y a eu la rectification, tout de suite, ils sont tous mobilisés, la communauté internationale. Permets-moi de dire,
la fameuse fumeuse communauté internationale. Ils sont tous mobilisés, tous. Sommet, conjoint, UEMOA et CEDEAO, c'est que personne n'a jamais vu. L'UEMOA n'a rien à voir avec la CEDEAO. Non. Ce n'est pas les mêmes entités. C'est pas les mêmes entités, c'est même pas les mêmes textes, il n'est pas les mêmes objectifs. Il faut un sommet commun pour décider des sanctions criminelles contre le Mali. Et des gens ont même dit que nous ne tiendrons pas 2 semaines. Ouais. Des gens ont dit, ils ne tiendront même pas 2 semaines. Mais nous sommes encore là, vivants, bien vivants. Donc, quand ils ont décidé de ces sanctions-là, le 9 janvier 2022, le 10, il y a eu un conseil de ministres extraordinaire où, sous la direction du président de la transition, il a été décidé de dénoncer ces sanctions-là, de résister à ces sanctions. On a mis en place un plan de riposte. On a même pris des mesures de réciprocité vis-à-vis des pays qui nous sanctionnaient de cette manière-là. Et le président en a appelé au peuple du Mali pour la résistance, pour la résilience. C'est ce qui aboutit au 14 janvier, où plus de 4 millions de Maliens, à Bamako, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, dans la diaspora, se sont mobilisés pour dire non au dictat étranger. Nous allons nous gouverner par nous-mêmes. La souveraineté, ce n'est pas autre chose. C'est l'état dans lequel un État n'a pas besoin de l'avis d'un autre État pour décider de ce qu'il doit faire. Il est interne, elle est externe. Donc, quand à partir du 14 janvier, 3 principes sont édictés. 1. Le respect de la souveraineté nationale du Mali pour collaborer désormais avec le Mali. 2. Le respect des choix, des choix stratégiques faits par le Mali et des partenaires que le Mali aura librement choisis. Oui. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toute décision à prendre. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, passez votre chemin. Mais c'est quoi? C'est une souveraineté reprise sortie de la tutelle, reprise des mains de ceux qui nous avaient plongé dans cette situation depuis 2012. Ils y ont travaillé depuis longtemps, mais depuis 2012, c'était devenu désormais patent. Nous n'avons pas dit que le 22 septembre n'est pas la date de l'indépendance du Mali. On ne peut pas être indépendant 2 fois. Nous l'avons été. Mais du 22 septembre au 1960 au 14 janvier 2022, il y a eu beaucoup de choses. Et pas seulement de belles choses, de mauvaises choses qui donc ont amené des gens à s'emparer de notre liberté d'initiative. Le fait d'avoir retrouvé cela, c'est ça la souveraineté retrouvée. D'accord, M. Barry, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, M. Maïga, qu'est-ce que vous entendez par souveraineté retrouvée, s'il vous plaît? Oui, mais ma chère consoeur, sauf que si vous voulez que je répète, sinon ils ont dit exactement ce qui est la souveraineté nationale aujourd'hui en tant que factuel, comme l'a dit le communicant, le journaliste, le professeur, là, il est aussi communicant. Hein. Oui, il a très bien expliqué. Il est communicant. On ne peut pas dire mieux aujourd'hui. Oui. Et le Malien aujourd'hui a besoin d'être, compte tenu de tout ce qui a été dit historiquement, beaucoup sensibilisé pour accepter ce qui vient d'être dit. Parce que des circonstances ont existé dans les pareils qui ont affecté le mental. Nous-mêmes, Maliens, on ne vit pas les mêmes réalités. Moi, en écoutant ça, j'accepte. Touré qui a vu l'indépendance accepte. Mais en prenant 1960, au 14 janvier 2022, là, on voit en réalité les 3 principes-là. Quand tu tiens à ta dignité, tu les acceptes tout de suite. Et surtout un Malien. Tout de suite. Le Malien a besoin d'être libre. Il est fier. En tout cas, dans sa fierté, il est obligé de soutenir la transition. Parce que la meilleure fin de la transition fera en sorte que tout ça va être pris en compte Absolument. Dans les régimes à venir. Tout à fait. Je voudrais ajouter, avec votre permission, Oui. le fait que ce n'est pas seulement les Maliens qui sont fiers aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Les autres nous cherchaient, maintenant c'est nous qui les cherchons. Nous fuyions les autres, maintenant c'est eux qui nous fuient. Nous sommes sortis du G5, mais nous vivons toujours. Au contraire d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire national,
nous nous défendons. La France est partie. Bamako n'est pas tombé. Kroll l'a dit. En 2012, si notre armée était dans le même état qu'elle est aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2012 n'allait pas intervenir. Ou en tout cas, nous aurions pu réagir à hauteur de souhait. Les Maliens sont fiers de ce qui est en train de se passer. Mais aussi, les Africains sont fiers de ce qui est en train de se passer. On a vu spontanément des gens quitter la Guinée, quitter le Sénégal, un peu partout, pour venir soutenir cette transition-là. C'est vrai. À travers le monde, à travers la diaspora, y compris aux États-Unis, les Africains américains, au cœur même, à Paris même, on a vu des Africains avec des Maliens se mobiliser avec des Français pour soutenir le Mali. Ça veut dire quoi? Que nous avons retrouvé le chemin. On l'avait conquis. Il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de vicissitudes qui nous avaient éloignés de là. Maintenant, on l'a retrouvé, on y est. Et c'est important que nous le comprenions. Il faut expliquer pour que les gens le comprennent. Tout régime politique se donne des repères. Tout régime politique crée des repères. Je voudrais donner un cas bien déterminé. Le 22 septembre, il n'y a pas de problème. Mais pour les gens du RDA, jusqu'ici, il y a des gens qui fêtent, n'est-ce pas? Le 22 août. Oui, oui. Jusqu'ici, le 22 août. Mais combien sont les Maliens qui se souviennent du 22 août? Pourtant, qui est une date historique. Le 19 novembre. Combien de gens fêtent aujourd'hui le 19 novembre? Officiellement, ce n'est plus fêté. D'accord? Le 26 mars n'était rien, mais aujourd'hui, c'est une journée qui est fêtée, etc. Donc, tout régime a besoin, pour se légitimer, de marquer les grandes étapes de son exercice. Et le 14 janvier est une de ces dates-là pour la transition. Premièrement. Deuxièmement, il faut aussi dire une chose, c'est que toute chronologie est aussi une chronosophie. C'est-à-dire une date ne vaut que par la lecture qu'on en fait. Une date ne vaut que par la lecture qu'on en fait. Au début, elle n'est rien, mais le travail de sensibilisation, d'éducation, de communication qui s'est fait permet finalement aux gens de comprendre la portée historique de la date. Si le 14 janvier 2022 n'avait pas eu lieu, aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est parce qu'il y a eu le 14 janvier 2022, le peuple malien a montré qu'il se reconnaît dans ce qui est en train de se passer, que la transition a pu continuer, que la transition a équipé notre pays, que la transition s'est donné les moyens de faire en sorte qu'on respecte le Mali. Maintenant, là où on peut parler, c'est que la transition, sa dimension militaire, elle est aujourd'hui connue. Sa dimension politique est aujourd'hui connue. Maintenant, il faut une dimension civilisationnelle. Ça doit être un projet de civilisation. Oui. C'est que tous les Maliens, comme il l'a dit, doivent pouvoir se retrouver dans ça, l'assumer et désormais être chevillés au corps par la souveraineté. Oui, c'est ce que je voulais poser comme question. Vous l'avez dit, le Mali est indépendant 2 fois, alors que pour être souverain, il faut un changement. Donc, comment y arriver, selon vous? Je ne sais pas, je dois parler ou bien... La question, c'est à qui? Monsieur Touré. Ça va. Est-ce que c'est oui. Non, c'est la même chose, c'est la même question. Avec le changement relatif, c'est qu'il est... C'est-à-dire, comme le professeur a eu à le dire, il faut que nous ayons une culture politique. C'est vrai que le gouvernement de transition est en train de travailler. Les Maliens sont contents. Certains militants, des pays voisins sont contents. On retrouve dans les années 60, quand on voit la situation du Mali, à dire que la guerre entre l'Algérie et le Maroc, ça a été réglé ici à Bamako par le président Modibo Keïta après les résolutions des Nations Unies. Et avant ça, le Mali a aidé ardemment l'Algérie dans sa lutte de libération nationale. Donc, le Mali veut aujourd'hui aller au même niveau qu'on était dans les années 60.
Et c'est pour cela qu'il a parlé de culture. Et cette culture est une nécessité qui doit accompagner tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sur le plan militaire, sur le plan économique. C'est une nécessité pour que les choses puissent aller en avant. Mais des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu les années 60, ils ne peuvent pas imaginer le rôle que le Mali a joué dans différents conflits en Afrique et des décisions qui ont été prises pour l'Afrique avec surtout la conférence de Bandung, quand le président Modibo Keïta est allé là-bas, les dispositions qui ont été prises par rapport à l'Afrique, la libération totale de l'Afrique, enlever les bases étrangères en Afrique. Et tout cela était dans le canevas du président Modibo Keïta. Tout à fait. Et les combats ont été menés dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, que les gens disent que le Mali est mené par l'Algérie, si c'est là, on n'ose pas faire ceci, on n'ose pas faire cela, ce n'est pas connaître l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont en mesure d'aider notre pays à sortir de cette situation-là, l'esprit tocard du Mali dans toutes les activités, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Je voudrais ajouter à ce qu'il a dit. Amadou, tu me permets. Le 20 janvier 1961, à Koulouba, le président Modibo a convoqué le corps diplomatique. Il a demandé à la France d'évacuer toutes ses bases militaires. Plus de bases militaires étrangères au Mali. Le 5 septembre 1961, le dernier soldat français a quitté le territoire du Mali et le drapeau malien, on a descendu le drapeau français pour monter le drapeau malien, le vert, or, rouge, pas dit vert, jaune, rouge, le vert, or, rouge, aux zones militaires de Dar es Salaam. Fermer les bases françaises. L'armée malienne elle-même se prendra en charge, défendra le pays. Quand il y a eu la rébellion de 1963, c'est l'armée malienne seule qui a réglé le problème. Aujourd'hui, quand nous disons aux Français, à l'armée française de quitter le territoire national, quand nous disons, remettez-nous toutes vos bases et parties, nous-mêmes nous allons assurer notre sécurité, nous allons assurer notre défense nationale, le parallèle est tout à fait légal, il est tout à fait légitime, il est tout à fait autorisé. Quand nous disons, nous sommes souverains, Senghor a utilisé une expression après l'éclatement de la Fédération du Mali. Il dit les Soudanais ont un sentiment chatouillé de souveraineté. Tellement qu'ils tiennent à la souveraineté, ils ont un sentiment chatouillé. Quand aujourd'hui, on dit respecter la souveraineté nationale, respecter nos choix stratégiques, respecter les intérêts vitaux du peuple malien, là aussi c'est un sentiment chatouillé de souveraineté. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc pour dire que, pourquoi du 22 septembre 1968 au 14 janvier 2022, pourquoi cette massification, cette intensification du discours politique autour de la souveraineté? Il y a comme une sorte de pont entre les deux qu'il faut prendre en compte. Comme pour dire quoi? Le peuple malien, dans son entièreté, la jeunesse du Mali doit connaître ce pays. Nous sommes un territoire qui a connu quatre empires. Le Ouagadougou, le Mali, le Songhai et le Wassou. Nous avons connu une trentaine de royaumes, de grands royaumes, avec une organisation extraordinaire. Je pourrais citer Mandé Kalika, 1322. Je pourrais citer, n'est-ce pas, la conférence de la charte de Kourkanfouga. Ils préfèrent l'appeler charte pour ne pas dire constitution, alors qu'elle est antérieure à tous les textes qu'eux ils ont là-bas.
à part le texte de Solon lui-même qui a pris ça en Égypte pharaonique. Ok? Et donc, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui a son passé. Quand ils sont venus pour coloniser l'Afrique, c'est au Soudan qu'ils ont rencontré les plus farouches résistances. Prenons son homonyme, son ancêtre, Samori Touré. 18 ans contre l'armée coloniale française. 18 ans. Il fallait le faire. C'est eux-mêmes qui ont finalement dit que l'âme de l'armée coloniale, de l'armée coloniale française s'est forgée au Soudan. C'est eux-mêmes qui l'ont reconnu. Quand l'agressé rend hommage à l'agresseur, quand l'agresseur rend hommage à l'agressé, ça veut dire que, comme on l'a dit, plutôt la mort que la honte. Et ça, c'est depuis Bandjoulou, c'est depuis Niamoudi, un autre de tes grands-pères et tout ça, jusqu'à nos jours. Donc, ce peuple-là est un peuple fier. Et c'est ce que justement l'Occident néolibéral, la France ne veulent pas comprendre, ne veulent pas accepter. On a assiégé le régime Modibo, on a créé un blocus économique, politique, financier, social pour le faire chuter. Parce que le Mali pouvait entraîner les autres pays africains. Aujourd'hui, c'est le même problème. Oui. Quand l'UEMOA et la CEDEAO décident de nous enfermer comme ça, c'est pour écouter l'expérience et que personne ne suive le Mali. Mais malheureusement pour eux, le monde a changé. Les peuples du Burkina, de la Guinée, du Niger, d'autres pays, les peuples africains, les peuples d'ailleurs ont compris et ils trouveront les voies et moyens de leur bonheur. Alors, M. Maïga, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Oui, mais la souveraineté, en fait, le 14 janvier, on y est arrivé, on est sur ça. Oui. Vous savez, M. Touré, tout comme le professeur Barry, on dit un truc. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de générations aujourd'hui, qui c'est à partir du 26 mars qu'ils ont commencé à comprendre. Mais en réalité, qui ne connaissent pas cette histoire. Oui. Et démographiquement, ils sont les plus nombreux. Qui ne connaissent pas cette histoire. Et beaucoup de ces jeunes ont été manipulés par certains partis politiques qui ne les apprenaient pas la réalité, les faits, tels qu'on le dit, pour qu'eux-mêmes ils se connaissent. Et le Mali, c'est ça. Hein. La dignité, moi personnellement, j'avoue que je suis convaincu depuis longtemps. Mais je sais que le travail va être difficile parce qu'il faut sensibiliser le Malien. Ce changement-là, tout le monde n'est pas comme Touré, tout le monde n'est pas comme le professeur, tout le monde n'est pas comme nous, les journalistes. Non. Non. Il faut un travail et il le faut. Parce que l'Afrique entière est en train de s'identifier au Mali. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup sont encore résistants, réticents ici au Mali pour soutenir cette avancée auquel, vous voyez Touré qui est avant les indépendances, mais lui, il est plus avancé que toi, que moi, que beaucoup, que ces jeunes. Absolument. Parce qu'il est convaincu et il voit. La réalité, c'est que cette journée doit être fêtée plus fast que jamais. Mais, il faut beaucoup de sensibilisation. Beaucoup. Pour que les Maliens comprennent. Beaucoup. Et dans toutes les langues. Pas en français, en bambara, en peul. Non. Dans toutes les langues. Tout à fait. Parce que, pour soutenir, il faut que la masse soit convaincue. Si le peuple est convaincu, il n'y a pas de problème. Tout à fait. La base là doit être convaincue. Donc moi je pense que cette journée doit être fêtée et compte tenu de ces trois principes là, il faut les soutenir et il faut le faire à tous les niveaux. Tu me permets de compléter un peu ce qu'il a dit. J'ai parlé de projet civilisationnel. Le changement ne doit pas être seulement militaire, il ne doit pas être seulement politique, il faut qu'il soit civilisationnel. Que les Maliens individuellement et collectivement portent en eux ce changement-là. C'est la seule garantie qui peut pérenniser ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est très important, il a parlé tout à l'heure de ces jeunes, pas seulement des jeunes d'ailleurs, beaucoup d'adultes. Vous connaissez, quand on n'apprend pas son histoire, on ne la connaît pas. Tout à fait. On peut vivre derrière une histoire sans la connaître. Hein? Et moi, je prends le Songhai Kro. Avec un gouvernement, avec des ministres et des attributions. Est-ce que c'est les Français qui nous ont appris ça? Le Songhai.
Amadou, je me trompe? Non, non, du tout. Du tout pas. Moi, je prends Ascanou, sa formidable résistance à l'invasion marocaine à partir de Tondibi. Mais ce n'est pas nouveau. Alors, pour être fier de soi, il faut se connaître. Oui, c'est important. Pour s'aimer, il faut se connaître. Pour se défendre, pour s'assumer, il faut se connaître. Je suis d'accord, il faut sensibiliser, il faut former, il faut communiquer. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les activités prévues pour la commémoration du 14 janvier, la première édition, il est prévu des conférences. Les ministres vont dans les régions. Le Premier ministre lui-même, il va à Ségou. Il va animer le panel de Ségou. Les ministres vont présider les conférences qui vont se dérouler dans les régions pour sensibiliser, informer et faire voir la portée du 14 janvier. Mais aussi pour revitaliser, pour revigorer, renforcer la foi patriotique du Malien. Mais également, il est prévu la montée des couleurs. Il est prévu la montée des couleurs. Il est également prévu des dons de sang pour les militaires qui se battent, pour aussi nos malades et autres et autres. Et ça ne se limite pas à cela. Il y a en cours l'élaboration de ce qu'on appelle le Programme national d'éducation aux valeurs, le PNV, qui consiste à faire recours à notre passé pour construire notre avenir. Il y a la charte des valeurs du Mali qui est en cours d'élaboration, la stratégie nationale de réconciliation, une stratégie de reconquête de la souveraineté numérique, ça vous concerne, parce que le point ML était géré jusqu'ici par, n'est-ce pas, un paradis, comment ils appellent là? Paradigme. Non, il y a les pays sans loi ni foi là. Oui, voilà, un paradis fiscal. Et malheureusement, toutes nos données, à travers les réseaux sociaux, étaient stockées à l'extérieur. La communication se bat pour rapatrier le point ML. Et donc rapatrier les données. Et plus jamais que les données du Mali ne soient ailleurs, parce que les gens peuvent commercialiser, les gens l'exploitent comme il le faut. Oui. Donc tout un travail est en cours. Et maintenant, et je n'ai pas fini de citer, mon énumération n'est pas exhaustive, donc faire en sorte que le changement là soit aussi civilisationnel. Et ce serait heureux que l'on comprenne qu'au moment où la patrie est en danger, que les particularismes, que les corporatismes, que même les intérêts partisans, n'est-ce pas, s'effacent au profit de l'intérêt national. Et c'est ça le problème. À Bamako, on bavarde beaucoup, mais il y a des coins du Mali aujourd'hui où c'est une question de survie. Chaque jour qu'on se réveille, on se demande si on peut rester en vie d'ici la nuit. Tout à fait. Et donc, tous les Maliens, où qu'ils soient, de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'ils soient de Bamako ou de la diaspora, nous tous devions avoir, je ne peux pas dire honte, mais au moins avoir cette décence-là de comprendre que le Mali est le seul bien commun que nous avons en partage. Ouais. D'accord, Famia Sorola, Monsieur Bariama, la Jamita Ranyefe, Nia Takala Jebaïka Fokelo, Kelebi Malikola, Ressources no Fetokodu, Ka Damne France la Fokata Se Jamana Toma, Kelo, Kelebi Norco Erela, Pétrole Banfiano, Fensoube Banfiano. Donc, avec tout ça là, en tout cas, c'est qu'à exploiter comme il le faut. Il y a la moule qui est dans la journée à venir, Monsieur Touré. Voilà ça pour que le Malien puisse en profiter. Bon, moi, je pense qu'en ce qui concerne les ressources minières, nos ressources, il y a une nécessité à ce que le gouvernement, j'ai vu qu'ils sont en train quand même de prendre des dispositions par rapport à ça, et notamment la création d'une société, État, voilà, qui va directement, l'État va directement s'ingérer, aller rechercher, aller exploiter et raffiner d'abord ces raffinages, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or et autres, va créer de l'emploi pour notre pays. Et aussi, ça va nous permettre des échanges avec l'extérieur. Et aujourd'hui, ce que nous avons recherché à l'extérieur, notamment le lithium, notamment l'hydrogène, le pétrole,
les pierres précieuses. Voilà. Donc nous avons tout ça sur nous. Ce n'est qu'une question de temps. Moi, je pense qu'il faut faire confiance au gouvernement de transition. Les dispositions qu'ils ont eu à prendre maintenant nous montrent qu'on s'achemine vers cette voie-là. Ce qui fait que je pense que on ne sait pas si c'est demain ou après-demain, mais il y a de l'espoir à ce que vraiment le pays puisse s'en sortir, le pays puisse se prendre en charge et que le budget ne serait pas complété par qui que ce soit, que nous soyons autonomes en ce sens-là. Le programme que le gouvernement met en place pour l'année, ce budget-là, nous devons quand même l'avoir de nous-mêmes, sans qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une réponse à ce que tu disais. Qu'est-ce que les Maliens vont gagner dans ça? La priorité des priorités, quand nous ne faisons plus appel à l'aide budgétaire, il y a déjà le début de notre souveraineté qui est là. Moi, je pense que déjà, sans l'exploitation de ces ressources-là, le Mali s'est engagé dans cette voie-là. Donc, nous prions que vraiment ces actions, ces usines qui sont vraiment en cours d'élaboration puissent vraiment arriver et que notre pays la population puisse en bénéficier, notamment l'usine pharmaceutique qui est une nécessité absolue. Et plein d'autres décisions qu'ils ont eu à prendre, ce qui nous donne de l'espoir. Alors, Monsieur Barry, le Mali a déjà tout ce qu'il faut pour être le pays le plus riche, mais malheureusement, on fait partie des pays les plus pauvres du monde, alors qu'on a tellement de ressources. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Maliens en profitent? Bon, le doyen l'a dit, hein. Il l'a dit, c'est-à-dire, s'il n'y a pas d'aide budgétaire, il n'y a pas de conditionnalité criminelle qui vont nous être imposées pour nous empêcher d'être souverains. Il y a des domaines de souveraineté nationale. La défense, l'éducation, la santé, l'agriculture et autres, c'est des domaines de souveraineté nationale. Quand vous dépendez de l'aide budgétaire de l'extérieur, ils ont leurs priorités, comme par exemple la protection de toutes les orientations sexuelles, n'est-ce pas? Et ils mettent de l'argent dans ça, ils vous envoient beaucoup d'argent, ils vous imposent des... Non, il faut sortir de ça, quoi. Alors, comment vivre sans aide budgétaire? Il faut que les Maliens acceptent de payer leurs taxes. Cesser de corrompre et de se faire corrompre. Payer les impôts, parce que l'État vit de ça. Regardez notre situation. L'insécurité est telle que le Mali aujourd'hui ne vit que de certaines régions. Parce que dans les autres régions, on ne peut plus, la douane, les impôts, les services de l'assiette ne peuvent plus travailler. Oui. C'est d'où la nécessité de la paix pour qu'on se développe. La paix, la sécurité précède le développement. Première des choses. Deuxième des choses qu'il faudra faire, c'est que l'État s'assume. On était là où nous avons vu la Première République. Dans le cadre du plan quinquennal du président Modibo, au moins tous les 3 mois, on inaugurait des usines. On avait des usines qui produisaient tout ce dont on avait besoin. Et même des usines qui produisaient des choses dont on n'avait pas besoin. Et je vais vous dire pourquoi. La Comatex, le combinat textile du Mali, cette Comatex-là habillait les guerrieros du PSGC, de l'ANC, des mouvements de libération de la Rhodésie du Nord, de la Rhodésie du Sud, etc. La Tamali produisait des godasses pour ces guerrieros-là. Et les armes que nous avions, qui venaient de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de l'Allemagne de l'Est, de la Russie, une partie était destinée à ces gens-là. On était souverains.
Nous avions notre politique extérieure à nous. Nous avons abrité le front sud du FLN contre la France. C'est pourquoi que Bouteflika a été logé à Gao là-bas. La famille est là-bas, à côté de la famille de Touré. Ah non, un peu bien. Oui, mais en face quand même. Oui, tout à fait. Voilà, mais en face quand même. Tout à fait. Alors, donc, un pays souverain ne peut pas un pays qui n'est pas souverain ne peut pas se développer. On a vu également la SONAREM, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière du Mali, des minières du Mali. La SONAREM faisait la recherche, la SONAREM exploitait. Donc, nous, comme par exemple l'usine de Kalana et autres, donc les ressources du sous-sol étaient connues par nous-mêmes, parce que les recherches étaient conduites par une société malienne, et elles étaient exploitées par des sociétés d'État. Ils ont tout fait pour faire couler ces sociétés d'État, pour dire que les sociétés entreprises d'État doivent être privatisées, criminaliser l'État et le sortir de tous les domaines de production pour les donner à qui ils veulent, en fait des prête-noms, quoi. C'est en ce moment qu'il y avait comment on appelle, Somiex. Bien sûr, la Somiex, la société malienne d'importation et d'exportation, qui importait, qui exportait de Caille à Kidal, tous les produits de consommation étaient sur l'ensemble du territoire national, dans des boutiques, au même prix. Au même prix. Au même prix par l'État. Les Tigissemais, c'est eux qui faisaient la distribution. Tout à fait. Voilà ce qui s'est passé. On a aussi privatisé toutes ces sociétés-là, on les a fait. C'est vrai, il y a des gens qui sont enrichis dans ces sociétés-là. Des gens ont volé de l'argent là. C'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que de manière globale, une politique agressive a été menée contre nous. Comment comprendre que nous, notre agriculture dépend des engrais? Nous sommes un scandale zoologique et minier, et il faudra tout faire pour qu'il n'y ait pas de régime souverain qui puisse dire non, qui les exploite pour notre peuple, et donc installer au pouvoir des gens, des bénis oui, pour qu'eux continuent à s'enrichir et que nous nous appauvrissons. Ils sont riches de nos pauvretés. Oui, alors, monsieur Maïga. Il n'y a rien à ajouter. On progresse, madame, chère consoeur. D'accord. Amala Djamé Taranye fait incivisme domaine qu'on a là. Alors, monsieur Touré, Ambaye Kafo, incivisme, comportement, ça c'est le comportement de tous les jours. Angasraba Kalaoula et vie quotidienne là et tout voilà. Alors, pouvez-vous nous donner quelques conseils contre l'incivisme? Bon, comme à chaque fois qu'on a le débat ici, et on s'est donné comme objectif de parler de ça parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Bamako s'agrandit à une vitesse démesurée. Oui. Les gens viennent de tous les coins du pays et quand ils se retrouvent, il n'y a rien qu'on ne respecte. Oui. Donc il y a toujours une nécessité à ce que la sensibilisation puisse se faire afin que les gens comprennent que pour vivre dans une capitale qui a plusieurs millions d'habitants, il faut respecter les règles afin que nous puissions vraiment vivre dans la tranquillité, dans l'harmonie. Alors, monsieur Barry, Oui. Ambaye Kafo Bamako si Barokacha, comme monsieur Touré Boraka Fotokomina, Anya Yafon, Ala Mebaron, la Jabako Beladjeli, Ame émission qui est kuma incivisme ame touchala, Kadaka, pour que Amoko sensibiliser Kadaka, Nastraban Kanaula, Bamako Konala, Imana Buika Sobi, qui est nuance qui n'est pas à la Fouka Barricada, Srabanka Sara Obe, non, donc Kokachan. Yala conseil du même boulot qu'à la C, Bamako Sigi Baroma. D'accord, mais il y a un tiers, il y a un cas fin de mois. C'est-à-dire la politique de développement du pays telle que initiée par le colonisateur et continuée malheureusement par nous-mêmes explique l'accroissement exponentiel de la population de Bamako. Il n'y a pas de ville secondaire au Mali. Il n'y a pas une politique de ville secondaire au Mali. Il aurait été bon que nous développions des villes secondaires. Comme ça, tous les Maliens ne vont pas penser qu'il faut forcément venir à Bamako pour pouvoir avoir à manger. Oui.
première des choses. Deuxième des C'est choses, important. il y a des pôles économiques qu'il faudra mettre en place. Et c'est possible. Prenons la zone office du Niger, la zone arachidière, le nord avec toutes ces feuilles, le lac Fagimbine et tout ce qui s'ensuit. Le lac. Alors, c'est des zones qui peuvent constituer des pôles de développement pour stabiliser les populations dans leur localité et pour faire en sorte qu'il y ait une pluralité, un pluralisme de pôles de développement et que tout le monde ne se focalise pas sur Bamako. Sinon, au rythme où on va, il faut craindre qu'il y ait une sorte de saturation. Peut-être qu'on ne soit même pas capable de gérer le flux démographique que Bamako était en train de recevoir, parce qu'il n'a pas la capacité d'absorber tout ça. Ça, c'est un premier fait. Un second fait, donc, je vous ai dit qu'il faut un développement intégré et intégral du territoire. Pas seulement une partie, parce que sinon les autres vont venir dans la partie qui semble se développer. Donc, développement intégré et intégral du territoire. Mais également, il faut, à mon avis, que les gens comprennent que la démocratie, ce n'est pas le laisser aller. Voilà. Vraiment, Coro. Excuse-moi. Je sais tous les combats que nous avons menés sur la clandestinité pour la démocratie. Mais j'avoue que si c'était à reprendre, il y a peut-être des formes d'action, il y a des types de discours qui n'auront pas, en tout cas moi, mon assentiment. C'est-à-dire, les gens ont pensé que quand on parle de démocratie, c'est le laisser aller. Ce n'est pas le laisser aller. Au contraire, c'est amener chaque citoyen à s'assumer au profit de la collectivité et donner le droit à chaque citoyen de s'exprimer, de participer à tout ce qui s'est fait. Que personne ne décide à la place des autres. La démocratie donne le droit, l'occasion, les moyens à tout le monde d'intervenir. Mais alors nous avons compris cette démocratie-là comme la licence. Je ne paye pas mes taxes, je ne paye pas mes impôts, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Et malheureusement, dans un État failli, c'est-à-dire un État tellement affaibli qu'il ne peut même plus se faire respecter. C'est ce contexte-là dans lequel on s'est trouvé. Mais que les Maliens comprennent. Sans État, il n'y a pas de Mali. Sans État, il n'y a pas de Mali. Et que l'État, c'est chacun de nous. Que c'est chacun de nous. Donc il faut, je pense que l'incivisme fiscal s'arrête. Les gens doivent cesser de tripatouiller leurs comptes pour payer moins, ou même souvent pour ne pas payer. Les citoyens doivent payer leurs taxes, les citoyens doivent payer leurs impôts. Ce n'est pas seulement aux villageois qu'on doit demander les impôts. C'est aussi dans les villes, surtout à Bamako. Et or, c'est à Bamako qu'on réclame les routes, on réclame les plus belles routes, les échangeurs et tout, alors que personne ne paye les impôts, personne ne paye les taxes. Ce n'est pas bien. Et on connaît les lois pour ne pas les respecter. On connaît les textes pour ne pas les respecter. On prend les textes pour ne pas pouvoir les appliquer. Il faut que cela s'arrête. Et si on veut, à mon avis, comprendre que faire au moins du Mali un havre de paix, un milieu de vie convivial où le vivre ensemble va prévaloir, forcément, il faudra que nous soyons de bons citoyens, que nous soyons des bons patriotes. Donc, face au canon, le patriotisme, face au canon et au wajib de face au débeka. Hali dine ou ba fo ka fo face au canon à la canon ou sera dodi. Face au dénumanya, kay face au saria ou bateau. Kana fenke kana waleke mimbe faso bali a niorola faso de maya a wajibi alonda ambeka ikera momgo ikera naima kalan fendi bulu ikera muri ikera kalandi ikera surasi ikera bi ambe an wajibi alondu ka jamana matrafa ka sariya ul batu ka ansigiro la kana ateta minko jamana ka hake mi aka dama an kana kɛ k'a fɔ anw ta ye min ye an b'a fɔ jamana k'o d'an ma mais anw ka jamana ka hakɛ anw t'o ta o di jamana ma
Alors, monsieur Maïga. Oui, ma chère consoeur, ça c'est mon bâton de tous les jours. Vous comprenez, il a dit le professeur. Mais lorsqu'on ne paye pas les impôts, les taxes, on revendique. Et même lorsqu'on revendique, la route n'est pas bonne, on construit des échangeurs, mais les engins à deux roues, à 3 roues, laissent leur voie. Des millions et des milliards investis. Malgré tout ça, ils laissent ces voies, ils viennent pratiquer. Ouais. Mais ça, c'est inadmissible. Il faut sanctionner. Mais il faut sanctionner. On ne peut pas rester dans cet état. Et chaque jour, ça augmente. Chaque jour, ça augmente. Il regarde, malgré qu'il a laissé sa voie, et il faut filer entre les voitures. Et si on les touche, on dit premier soin. Je crois que cette loi, il faut voir cette loi. C'est inadmissible. Ouais. On ne peut pas dire souveraineté nationale. On est en train d'être souverain. Chacun tape la poitrine. Mais ce n'est pas le colonel Hachimi qui va descendre de Koulouba pour venir. C'est pas normal. Donc il y a une démission quelque part. Quelque part, il y a une démission. Parce qu'on ne peut pas voir ces motocyclistes-là, des milliers, des 4 côtés, que ce soit Sébéni Koro, commune 1, commune 2, pont 3, le 3e pont. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit civique. Il faut les sanctionner. Arrêter ces motos-là, les amener au GMS. Les faire payer cher. S'ils revendiquent, les mettre aux fourrières. Que chacun accepte ça. Comme Touré l'a dit, comme ils l'ont dit. Mais on est nombreux. Si on respecte pas les règles de vie, mais écoute, les gendarmes couchés. Mais les mariages, on sort seulement, on terre les bâches. Mais c'est quoi? S'il faut mettre fin à ça. C'est ça l'incivisme. Et mieux, ceux qui sont censés même souvent appliquer les règles, c'est eux-mêmes qui se comportent d'une façon inacceptable. Ben, tu es dans ta 4x4 vite fini, tu t'arrêtes au milieu du goudron et puis tu téléphones. On crie par-ci, par-là, rien. Le policier vient siffler, on ne descend même pas les vitres. Il faut qu'on mette fin à ça. C'est pourquoi la journée du 14, là, on doit sensibiliser sur tous les thèmes. Les projets civilisationnels. Tous les thèmes, pour que les gens se remettent en cause. Sinon, c'est pas... Les journalistes, nous avons beaucoup à faire, mais les citoyens aussi ont beaucoup à faire. Absolument. Les citoyens ont beaucoup à faire, ma chère consoeur. Donc demain, je ne sais pas si les ministres sont un peu partout. Moi, je voulais savoir, à Bamako, dans les communes, ils sont où? Parce que le problème d'un civil, c'est à Bamako. Monsieur Barry est là pour répondre à cette question. Dans les communes sont où? Parce qu'il faut que les maires et la jeunesse de chaque commune commencent à sensibiliser. Il faut ça, hein? Sinon ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Le 14 janvier, demain, là, ça doit, je crois, le président de la transition doit se sentir entendu par les Maliens. Tout à fait. Absolument. Parce qu'il a tracé la voie. Très belle formule. Et il faut qu'on serre cette voie. Très belle formule. Aywa hakilla oye famia soro bi jamkana ay nimisi wasa changman soro ambela jelenga ke faso di wa oteta fana fanga jamana nyemo deme faso takabolo nyumana anga impulsara anga taxi usara wala sa anga ke faso di nyumai ma ba fo ka fo yani ki ka droit réclamer ma la fiki ka devoir fana ke aywa ni ne kera klo ana onya garsege bi débat du jour konna la liberté télévision sans fin ananga bololo sans fin la komi nya fo nyana to komina kuma damine la ani ma wolelin sababu nyambulo ma folo ali Aruna Barry écrivain do communicant do fana aywa ma flana ali Almami Samori Touré ali anga consultant maison ma sabana ali Amadou Maïgaye ali anga kuna fundile réalisation na jagarja dambele beyino caméra la Ahmed Gassama bi présentation na awdi musu ana balma musu Madina Traoré awnici akakulu majola akambe watiwere. Merci professeur.